Dialogue et paix des braves avec le pouvoir actuel ne m'intéresse nullement. Tout dialogue suppose tout au moins deux choses. Le respect de la parole donnée, le respect des engagements pris. Or, le pouvoir et le PDG sont coutumiers du déni et du non-respect des engagements même écrits. Dans ces conditions, aucun dialogue n'est possible, à moins qu'il soit supervisé et impulsé par la communauté internationale. C'est d'ailleurs à quoi le pouvoir répond toujours en arguant que le Gabon est un pays indépendant, souverain, mais je crois qu'un pouvoir qui est sourd et qui ne respecte ni la parole donnée, ni les engagements écrits, c'est un pouvoir avec lequel on ne parlemente pas, on ne discute pas. Voilà mon point de vue. Il est tranché. J'ai tendance à penser que je ne suis pas pour les gouvernements d'union nationale où on fait par exemple rentrer les opposants dans le gouvernement. Vous voyez? Parce que quand on est dans un contexte de dictature avérée, ces entrées au gouvernement ont tendance à comprimer le dynamisme national, l'énergie nationale, et parce que c'est généralement basé sur un désir clientéliste d'absorber les intelligences pour nullifier leurs valeurs. Vous voyez? Donc je suis généralement quelqu'un qui va dire, quand il s'agit d'une dictature, il n'est pas sain pour l'opposition d'entrer au gouvernement. Par contre, quand on a établi les paramètres d'une vraie dictature, on peut considérer des questions où, des moments où le gouvernement d'union nationale peut par exemple jouer son rôle. Vous voyez? Mais quand on combat encore une dictature, c'est mieux de la laisser dans sa dictature et de se battre dans l'opposition. La diaspora, vous avez... Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Dr Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du Dr Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Professeur Daniel Mingara, universitaire américano-gabonais et président d'un parti politique appelé donc Bongo Parti Modouam. Monsieur Mingara est donc il sera en direct depuis New Jersey, en Nouvelle-Jersey, pardon, aux États-Unis. Donc il va nous rejoindre. Alors, on me signale qu'il est là. Bonjour, professeur Daniel Mingara. Professeur Daniel Mingara, bonjour. En tout cas, il est là, il est déjà en ligne, donc on le prendra tout à l'heure. Alors, professeur Albert Ondossa, notre interview portera sur le sujet donc suivant, l'avenir de la France en Afrique dans ce monde multipolaire. Notre émission sera divisée en plusieurs parties. Notre interview portera essentiellement sur quelques questions personnelles que je vais vous poser, des questions politiques, des questions économiques, des questions militaires, des questions diplomatiques, y compris les questions sociales et d'actualité. C'est donc, professeur, de tout cela dont nous allons débattre avec vous. Nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation et nous avons donc hâte d'entendre votre point de vue sur la thématique que nous proposons donc à notre émission, à nos auditeurs, si vous voulez, donc pendant 2 heures. Ainsi, à nos auditeurs, je voulais aussi vous dire grand merci pour votre fidélité depuis plus de 11 ans, je dis bien plus de 11 ans que j'anime cette émission sur Afrique 2050 avec Jacques Roger depuis les États-Unis. Alors, comme vous le savez, au début de chaque émission, nous avons l'habitude de présenter notre invité. Alors, qui est le professeur Albert Ondossa?
Professeur Albert Ondossa, comme je disais, qu'il est universitaire donc gabonais et homme politique gabonais. Professeur Albert Ondossa, il a fait l'essentiel de ses études donc universitaires à l'université de Libreville, où il a obtenu plusieurs diplômes. Je peux citer le cas de la licence de sciences économiques. Ensuite, il est allé en Nancy en France, où il a obtenu un doctorat d'État en sciences économiques, c'était en 1984. Ensuite, un doctorat thèse complémentaire en sciences économiques qu'il a obtenu en 1985. Et je voudrais aussi signaler qu'il a terminé son cursus par une agrégation des facultés de sciences économiques et de gestion à Dakar en 1987. Alors, sur le plan professionnel, chers auditrices et auditeurs, je voudrais vous signaler que le professeur Albert Ondossa avait choisi donc une carrière d'enseignant dès donc le début des années 1980 à l'université Omar Bongo de Libreville. Ainsi, dès 1987, il a été maître de conférences agrégé et depuis 1996, il est professeur titulaire donc dans cette université. Il a occupé plusieurs fonctions administratives et scientifiques. Il a été par exemple chef du département d'économie et doyen de la faculté de droit et des sciences économiques. Il a été également directeur du laboratoire économique appliqué et directeur de la revue, je cite, Économie et gestion, fin de citation, depuis 1993. Je voudrais signaler qu'il a occupé donc d'autres fonctions. Par exemple, il a été directeur de la revue d'économie appliquée, revue du Léa depuis 2013. Chers auditrices et auditeurs, je voudrais aussi vous signaler que notre invité, le professeur Albert Ondossa, il est auteur de nombreux ouvrages et articles et études dans les revues donc, scientifiques. Je vais vous citer par exemple cet ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'attention, professeur, intitulé « Économie monétaire et financière internationale », que vous avez publié donc en 1998. Ensuite, le manuel d'analyse économique publié en 1999, l'économie monétaire et financière que vous avez publié en 2018. Ensuite, je voudrais aussi signaler à nos auditrices et auditeurs qui sont nombreux en ce moment à l'échelle du monde que vous êtes régulièrement membre du jury du concours d'agrégation et sciences économiques du CAMES. De même, vous donnez des cours et animez donc des séminaires dans les plus prestigieuses universités et grandes écoles du monde. Je vais parler de l'Afrique et de l'Eurasie. Sur le plan politique, comme je l'ai signalé, vous avez été plusieurs fois ministre, par exemple ministre de l'Éducation nationale et de la recherche, de l'enseignement supérieur, pardon, en 2006, voilà. Vous avez été aussi ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2007 et ministre de la recherche scientifique et du développement technologique. En fait, tout simplement, vous avez été donc ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. En 2009, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle anticipée qui avait eu lieu donc en août en tant que candidat indépendant. Alors, vous êtes marié et en vérifiant, vous les corrigez, d'après les informations que j'ai reçues, vous êtes père de 4 enfants. Alors, pour finir, je signale que vous avez aussi été enseignant à l'université des Trois-Rivières. Nous avons essayé de faire des recherches au Canada, des Trois-Rivières au Canada et à l'Institut de l'économie et des finances du Gabon. Alors, professeur Albert Ondossa, deuxième question, est-ce que cette présentation vous convient-elle? Oui, me convient tout à fait, en dehors du fait que le CV sur lequel vous vous êtes référé est un petit peu ancien. Je suis père de 5 enfants officiellement, voilà. Ah, j'ai oublié donc un enfant. Voilà, officiellement, ouais. La dernière fille. Voilà, j'étais pas vraiment loin. Alors, deuxième question, professeur. Pour revenir sur votre expérience professionnelle à l'Université de Trois-Rivières, ça m'a intéressé beaucoup, au Canada donc, et à l'Institut d'économie et des finances au Gabon. Combien de temps avez-vous consacré dans ces 2 établissements? Disons que j'ai plutôt coopéré avec plusieurs établissements canadiens, plusieurs universités canadiennes, surtout en matière de recherche. Et ça a duré plusieurs années pour certaines. L'Université d'Ottawa, Montréal, Moncton.
Et quant à l'IF, j'ai dispensé des cours à l'Institut de l'économie et des finances pendant de nombreuses années, minimum 4 ans. Voilà. D'accord. Alors, professeur, la question suivante, elle a un rapport avec votre pays, donc le Gabon. Est-ce que vous sentez concerné par l'appel de M. René Demezo Obiang? Je voudrais signaler à nos auditrices et auditeurs qui est un ancien turiféraire, hein, vous me permettez l'expression, du pouvoir d'Omar Bongo, qui considère que les héritiers spirituels d'Omar Bongo, donc le défunt président gabonais, doivent se rassembler dans le cadre d'une sorte de rassemblement des eaux-fouettistes, hein, à la gabonaise, ou le rassemblement des bongoïstes, comme le rassemblement, vous me permettez donc de rappeler, des eaux-fouettistes en Côte d'Ivoire. Professeur. Je ne me sens nullement concerné, car je ne me considère pas comme un héritier spirituel d'Omar Bongo Ondimba. J'ai accepté de collaborer avec lui en posant des conditions. Et chacun d'entre nous, et lui et moi, a respecté sa part de contrat. Je garde un bon souvenir de notre collaboration, mais je ne me sens pas héritier spirituel d'Omar Bongo. D'accord, très bien. Alors, je voudrais signaler aussi la présence de l'universitaire ivoirien qui est en ligne depuis les États-Unis, qui est secrétaire exécutif des mouvements politiques, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, voilà, qui est en ligne donc depuis Philadelphie, qui va réagir au cours de cette émission et qui pourrait aussi vous poser quelques questions. Alors, professeur, merci pour ces premières réponses. Nous allons donc vous poser encore d'autres questions d'entrée. Au sujet de la diaspora africaine, professeur Albert Pondossa, à laquelle beaucoup d'hommes politiques, que vous connaissez, d'hommes politiques gabonais, appartiennent, à l'instar de M. Charles Mba, de M. Jean-Pierre Lembumba Lepano. Vous avez aussi l'ancien ministre Alfred Mabika, et je pourrais citer aussi le tout dernier, M. Bruno Imhotep Ben Bombamba, ancien vice-président, vice-premier ministre, pardon, du très contesté Ali Bongo Ondimba. Que leur dites-vous, professeur Albert Pondossa, alors que l'Afrique est souffrante du manque de citoyens consciencieux du bien-être commun? Je dirais simplement que c'est désolant que des personnalités aussi expérimentées, parce que je les connais, tout ce que vous avez cité sont des amis, je les connais de très très près, ne puissent, en raison de leurs opinions et de leur positionnement politique, travailler pour leur pays. Il faut donc, à mon sens, une lutte inlassable pour se donner les moyens de se débarrasser du pouvoir actuel et surtout sans calcul souterrain tribaliste, sectaire ou autre calcul. Il faut que résolument tous ceux qui pensent à notre pays se retrouvent véritablement pour effectivement trouver une solution pour que notre pays retrouve effectivement ses lettres de noblesse. Bien. Merci, professeur, pour cette réponse que vous venez donc de nous donner sur vos compatriotes qui sont donc à l'étranger. Alors, monsieur Eric Eddy, bonjour. Monsieur Eric Eddy, vous nous entendez? Bien. Nous allons repartir du côté de Philadelphie. Oui, vous nous entendez, Eric Eddy? Oui, je vous entends. Je crois que mon micro était en mode silence. Je vous en prie. Voilà, bienvenue, je ne sais pas. À notre émission. Bon, je crois que pour l'instant, je viens de prendre en marche. Permettez-moi de dire bonsoir à notre invité et encore une fois, me permettre de te remercier, toi-même, docteur Moukoutou, pour cette plateforme qui permet, en tout cas, à la diaspora de s'exprimer sur des sujets aussi importants. Comme je le dis toujours, il n'y a pas d'alternative crédible à la réflexion théorique. C'est le précédent ou alors c'est le préalable. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu le professeur saluer
la capacité des leaders, quelle que soit leur divergence politique, à travailler pour leur pays. Peut-être que la première question que j'ai en allant dans ce sens-là, très souvent aussi, on a vu dans le jargon ou bien dans le paysage politique de beaucoup de pays africains, y compris le Gabon, qui est l'objet aujourd'hui, des forces peut-être contradictoires, des leaders qui ont des opinions différentes, qui, quelquefois, pour une question donc, de symbiose et d'intérêt national, peuvent se retrouver dans les gouvernements de leaders qu'ils contestent eux-mêmes. Alors, partant de ce fait, il y a quand même un signal, quelquefois très mal perçu par les populations elles-mêmes. Ça donne l'idée d'une contradiction, ça donne l'idée donc de clientélisme, ça donne l'idée quelquefois de traîtrise qu'on entend très souvent. Alors, la question que je voulais poser sur cette base-là, c'est comment pensez-vous que ces leaders-là, qui quelquefois participent à des gouvernements avec des leaders qui leur sont opposés, puissent communiquer de sorte à ce que la population elle-même y voie l'intérêt national et non développer le narratif qu'on connaît, qui est le narratif de la traîtrise, de la mangécratie, etc., etc. Voilà la première question que j'ai pour notre invité. Merci. Professeur Albert Ondossa. Oui, M. Mouketou. Votre réaction? Bon, écoutez, je suis mal placé pour parler en lieu et place de cela, mais je pense que en ce qui me concerne, c'est là que je suis plus disposé à répondre. Moi, je suis de la société civile et je suis rentré au gouvernement sur la base d'un contrat. Je l'ai expliqué et je l'expliquerai par ailleurs. Donc, c'était très clair. On a négocié. Il y a eu des interfaces. Et à l'issue de cette négociation, je suis allé au gouvernement en sachant exactement combien d'années j'allais mettre. Donc, j'ai fait une année supplémentaire, en fait, pour d'autres raisons. Et ensuite, j'avais un degré de liberté. Et là, je sais au président Bongo Ondimba de ne m'avoir pas dénaturé. Je suis resté moi-même. Et quand je suis revenu, d'ailleurs, je n'ai jamais quitté l'université. Je faisais mes cours, je faisais ma recherche, j'animais mon laboratoire et j'étais au gouvernement. J'ai posé un certain nombre de conditions qui ont été respectées. Et à partir de ce moment-là, je ne pense pas un seul instant avoir posé un acte qui aurait effectivement, qui serait passé comme une trahison vis-à-vis du peuple gabonais. Parce que je parlais, je dénonçais avant d'entrer au gouvernement. Au gouvernement, je disais ce que je pense à la télévision. Je n'ai jamais pris des positions compromettantes. Et d'autre part, ma manière, effectivement, de gérer, je ne suis jamais allé dans la gabegie. Je n'ai pas volé les sous publics. Et ce qui m'a permis une fois le contrat terminé, je suis revenu à l'université et jusqu'à présent, je n'ai pas de problème. Donc, véritablement, je suis mal placé pour parler des autres. Mais je pense que dans la population gabonaise, je passe comme quelqu'un qui véritablement sait où il va, qui a son franc-parler, qui a une manière de dénoncer les choses sans fioriture. Et pour le moment, moi, je n'ai pas de problème avec cela. Donc, je ne sais pas comment les autres sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué avec le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je considère quand même aujourd'hui que tous ceux qui sont exclus ne devraient pas l'être parce qu'il ne faudrait pas exclure effectivement les compétences que nous avons du fonctionnement normal de l'État. Qu'on soit pour ou contre, on doit pouvoir contribuer au développement de son pays. Voilà ce que je peux répondre à cet effet, à ce sujet. Bien, merci professeur Albert Ondossa. Alors, je voulais aussi signaler la présence comme je l'ai dit au début de mon propos introductif, du professeur Daniel Mengara, qui est en ligne donc depuis les États-Unis, universitaire américano-gabonais. Voilà, vous n'êtes pas canadien, vous êtes américain. Voilà. Bonsoir, professeur Daniel Mengara. Bonsoir, docteur Mouketou, et bonsoir au professeur, à l'illustre professeur Ondossa, hein,
Et merci pour Bonsoir, l'invitation docteur à ce Mangara. panel, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment là pour boire à la fontaine du savoir du professeur et les petits que nous sommes ferons de notre mieux pour l'accompagner dans sa démonstration de ce soir. Mais merci à vous, docteur Mukwege, aussi, pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je reviendrai vers vous d'ici peu. Alors, professeur Albert Ondossa, quelle est votre opinion sur la diaspora gabonaise? Quand je parle de la diaspora gabonaise, je veux parler de cette diaspora qui est constituée d'individus parfois très hautement qualifiés ou ayant tout simplement une expérience professionnelle. Alors, professeur, trouvez-vous normal que ces filles et ces fils de votre pays, hein, donc le Gabon, ne travaillent pas pour le développement de leur pays qui en a tant besoin? Alors, je viens de le dire, c'est désolant. Car au-delà des personnalités citées, il y a parmi les exilés des juristes, des ingénieurs, des enseignants de haut niveau, de nombreux compatriotes disposant de compétences qui seraient utiles à notre pays actuellement où il se trouve au ras du pâquerette. Il faut que les gouvernants de notre pays, les gouvernants comprennent que la contradiction et le regard critique doivent être perçus comme une contribution qui pourrait les amener à améliorer leur gouvernance. En aucun cas, ça ne devrait être des ennemis pour s'acheter avec autant de hargne et de férocité. Quand on est au pouvoir, et je l'ai dit l'autre jour, on est au pouvoir aussi bien pour ceux qui vous ont élus, pour ceux qui sont avec vous, que pour ceux qui sont contre vous. Dès lors qu'on est hissé à la tête de l'État, on l'est pour tous les compatriotes et on jure effectivement de pouvoir les protéger, sinon pris à parger. Voilà la réaction. Et ça me fait mal de voir que véritablement aujourd'hui, de telles compétences sont laissées pour compte, de telles compétences restent à l'extérieur alors qu'elles pourraient bien se mettre au service du développement de leur pays. Voilà. Bien, merci professeur. Alors, professeur, comment dirais-je, si l'on vous demandait de projeter un meilleur avenir à la jeunesse gabonaise, donc la jeunesse de votre pays, quel régime politique souhaiteriez-vous à leur pays, votre pays? Alors, moi, je pense que peu importe le régime, pourvu qu'il garantisse l'expression plurielle et surtout la prise en compte du vote et du choix de la majorité des Camerounais. C'est l'implication de la majorité qui permet un brassage d'idées et une meilleure exploitation de toutes les compétences, indépendamment de leur position politique et de leur appartenance religieuse ou ethnique. C'est cela, du reste, la démocratie. C'est aussi cette manière de se soucier de l'intérêt général et de l'opinion publique. C'est ce qui est important. Un pouvoir doit se soucier de l'opinion publique. L'opinion publique doit être inclignotante. Malheureusement, il se trouve qu'on a affaire à des pouvoirs publics, des responsables qui n'ont rien à faire de l'opinion publique. C'est pour cela que je trouve d'ailleurs prématuré un débat sur le type de régime présidentiel ou parlementaire, tant que la pratique de la fraude sera institutionnalisée et les institutions contrôlées par les sphères familiales, tribales. Tant qu'on aura ça, rien ne changera. On peut prendre un régime parlementaire, je crois que c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être, tant que précisément nous n'avons pas au sommet de l'État effectivement des gens qui se soucient de l'intérêt général et de l'opinion publique. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, professeur, merci pour toutes ces réponses. Nous allons essayer d'avancer. J'irai du côté des panélistes d'ici peu. Professeur, on a l'impression que les dirigeants ou les gouvernements africains manquent parfois de sagesse. Je peux vous citer le cas des
modification récurrente des constitutions pour prolonger leur mandat présidentiel, étant différents sur, par exemple, les conséquences qui en découlent en termes de perte, par exemple, en vies humaines. Vous avez, quand je parle de vies humaines, pardon, considérables, il faut le préciser. Je peux citer le cas des violences, je peux citer le cas des fraudes. Alors, professeur Albert Ondossa, peut-on parler de sagesse des dirigeants politiques de votre pays? Je veux parler du Gabon, même si nous vivons dans un espace, bien sûr, mondialisé. Alors, pour vous dire, de mon point de vue, le Gabon est incapable de manque de sagesse, doublé d'incompétence notoire. Parce que là, le problème, c'est que dès lors qu'on a des responsables qui sont malveillants et incompétents, il y a problème. En fait, il y a un problème d'incompétence. Dès lors qu'on est hissé effectivement à certaines fonctions, on doit comprendre qu'on est là au service du peuple et que le peuple a certaines aspirations et que l'objectif d'un pouvoir, c'est pouvoir satisfaire aux aspirations profondes de sa population. Et malheureusement, le Gabon est un exemple, un cas patent, effectivement, de manque de sagesse, d'incompétence avérée. Alors, je vais aller rapidement du côté des palénistes. Nous avons le docteur Daniel Bengara. Alors, votre première réaction sur cette première série de questions d'entrée, avant de prendre le sujet de cette émission, en 3 minutes? Oui, merci, docteur Mouketou, et merci au professeur Ondossa pour son intervention jusque maintenant. Je vais toucher à ces 2 points qui semblent importants, c'est-à-dire la question d'abord politique et puis celle de la diaspora. Je crois que la question qui est souvent posée aux Gabonais, c'est celle de la division. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre division et diversité d'opinion. Vous voyez, la diversité d'opinion est saine pour la société et pour la démocratie elle-même, si on veut. Et ça ne veut pas dire que parce que des hommes et des femmes du pays ont la diversité d'opinion, ça veut dire qu'ils sont divisés. Parce qu'il y aura toujours à un moment des points de convergence, surtout quand l'intérêt national sera en jeu. Par exemple, comme vous le voyez, quand il y a une élection qui est fraudée, c'est une question d'intérêt national et les gens qui convergent ensemble pour rétablir les principes de la démocratie doivent quand même pouvoir à un moment s'entendre sur ces points-là. Alors, mais il est important de comprendre que le pays a besoin d'une opposition. Vous voyez, sans l'opposition, nous allons vers ce qu'on va appeler non seulement la pensée unique, mais une société qui va se mourir du manque de contradiction. Vous voyez, et c'est ça qui est important dans la démocratie. Même quand les gens ne s'entendent pas, mais la diversité d'opinion est ce qui fait justement avancer la société. Et quand on en manque, on échoue lamentablement dans la construction donc de son pays. Et voilà pourquoi j'ai tendance, et ça c'est mon opinion personnelle, j'ai tendance à penser que je ne suis pas pour les gouvernements d'union nationale où on fait par exemple rentrer les opposants dans le gouvernement. Vous voyez, parce que quand on est dans un contexte de dictature avérée, ces entrées au gouvernement ont tendance à comprimer le dynamisme national, l'énergie nationale, et parce que c'est généralement basé sur un désir clientéliste d'absorber les intelligences pour nullifier leurs valeurs. Vous voyez, donc je suis généralement quelqu'un qui va dire, quand il s'agit d'une dictature, il n'est pas sain pour l'opposition d'entrer au gouvernement. Par contre, quand on a établi les paramètres d'une vraie dictature, on peut considérer des questions où, des moments où le gouvernement d'union nationale peut par exemple jouer son rôle. Vous voyez, mais quand on combat encore une dictature, c'est mieux de la laisser dans sa dictature et de se battre dans l'opposition. La diaspora, vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'elle est divisée? Peut-être. Même là encore, je crois que la diversité d'opinion est essentielle. Elle est à l'étranger, le professeur Ondossa l'a dit, parce que les conditions de sa rentrée au pays ne sont pas là.
Vous voyez? Donc, si le régime était organisé pour absorber ces intelligences, pas au titre du clientélisme habituel, hein, qui est juste en réalité pour éteindre ces voies-là, mais si le régime s'organisait pour les intégrer dans un plan de développement de notre pays, je crois qu'elle jouerait tout son rôle. Mais aujourd'hui, bon, elle ne peut pas jouer ce rôle valablement parce qu'elle est généralement perçue comme un groupe dangereux pour ses opinions réformatrices. Pour moi, elle n'est pas inutile non plus parce qu'elle participe généralement comme il faut au débat national, même depuis l'étranger. Souvenez-vous de la dynamique DTE hein, qui avait prévalu en 2015. C'est quand même une idée qui est venue de la diaspora et de moi particulièrement, qui a développé cette idéologie, mais je crois que ça fait aussi partie de ce que la diaspora peut contribuer dans le débat politique national. Mais il faut que, généralement, chacun garde son camp. Il faut une opposition dynamique face à un pouvoir autoritaire comme celui-là, parce que c'est le seul prix pour gagner le combat de la démocratie au Gabon, par exemple. Voilà. D'accord. Bien. Merci, docteur Daniel Nigra. On va essayer d'avancer. Ensuite, j'irai du côté de la Philadelphie. Donc, nous avons l'universitaire ivoirien qui est en ligne, le docteur Eric Edi. Alors, professeur Albert Ondoussa, rapidement, nous entendons souvent dire que les élites, hein, je cite, hein, n'aiment pas les autres personnes les moins remarquables, les moins dignes d'être choisies. Professeur Albert Ondoussa, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je pense que c'est un faux procès. Un faux procès qui est fait aux élites et par qui? Par des médiocres, souvent sans qualification, sans expérience ni métier. On ne développe pas un pays avec des apprentis sorciers. Il suffit de regarder dans quelle situation se trouve notre pays aujourd'hui pour se rendre à l'évidence. Cela dit, le diplôme n'est pas une condition suffisante pour accéder au poste, loin s'en faut. Mais je dirais qu'il y a deux arguties dont se servent les médiocres. D'abord, l'ostracisme politique. Il suffit, lorsque vous voulez éviter un débat, que vous taxez quelqu'un, quelle que soit la pertinence de ses arguments, opposants, comme ça, il n'y a pas de débat. Et effectivement, d'un autre côté, que vous taxez quelqu'un, effectivement, de pédégiste ou du pouvoir pour qu'il n'y ait pas de débat. Donc, c'est la première arme, l'ostracisme politique, dont se servent les médiocres. La deuxième arme, et c'est l'argutie, c'est le tribalisme politique. Et puis, qu'on dise, il est fin, il est pour nous, comme ça, le débat est clos. Or, véritablement, la compétence n'a que faire de ces arguties. Dans toutes les années du Gabon, vous trouverez des gens compétents. Et je disais que le diplôme n'est qu'un paravent, en deçà duquel on doit pouvoir retrouver la valeur intrinsèque d'un individu. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se sont faits sans avoir été à l'école. Il y a des gens qui se sont exercés des métiers et qui s'y sont réalisés et qui servent aujourd'hui de modèle. Donc, le problème de compétence n'est pas surtout attaché au diplôme. Et il faut comprendre qu'effectivement, les complexés, ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui véritablement voguent d'un endroit à un autre, ceux qui n'ont pas d'expérience, n'ont jamais travaillé, ils n'ont que seule force leur poche sur la base effectivement de rapines. À partir de ce moment-là, ils s'en servent. C'est un faux procès qui est fait. C'est l'élite qui développe un pays. Tous les pays qui se sont développés dans le monde se sont appuyés sur leurs élites. C'est elles qui conçoivent le développement qui est mis en pratique par toutes les forces vives de la nation. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, professeur Albert Ondoussa, nous sommes très heureux donc de vous avoir sur Afrique 2050. Nous sommes très, très écoutés en ce moment à l'échelle du monde, déjà sur la radio. Je n'ai pas les chiffres exacts sur les plateformes numériques, mais sur la radio, nous sommes très, très écoutés. Alors, professeur Albert Ondoussa, comment dirais-je, on ne vous situe pas clairement, vous me permettez cette expression, sur l'échiquier politique de votre pays, donc le Gabon. Alors, je voudrais savoir, professeur, êtes-vous proche de la galaxie Jean Ping,
quand je parle du président Jean Ping, celui qui avait été élu par le peuple en 2016, êtes-vous proche de quel parti? Pro-dialogue ou paix des braves? Alors, souvent la question m'a été posée. Ce que je pense fondamentalement, c'est que la politique est une affaire de conviction et de positionnement. Sur le fond, je suis en déconnexion avec plusieurs compatriotes qui se disent opposants, mais qui, malheureusement, utilisent les méthodes et les pratiques du PDG qu'ils sont censés combattre. De plus, j'ai une liberté de ton qui dérange et qui n'est pas compatible avec des tactiques politiciennes d'une partie d'entre eux. Leurs actions sont souvent guidées, il faut l'avouer, d'un instinct tribaliste profond, ce qui est incompatible avec ma manière de voir les choses et de faire, au point que certains partis politiques ont des positions qui parfois me heurtent. Je n'en dirai pas plus. Dialogue et paix des braves avec le pouvoir actuel ne m'intéresse nullement. Tout dialogue suppose tout au moins deux choses. Le respect de la parole donnée, le respect des engagements pris. Or, le pouvoir et le PDG sont coutumiers du déni et du non-respect des engagements même écrits. Dans ces conditions, aucun dialogue n'est possible, à moins qu'il soit supervisé et impulsé par la communauté internationale. C'est d'ailleurs à quoi le pouvoir répond toujours en arguant que le Gabon est un pays indépendant, souverain, mais je crois qu'un pouvoir qui est sous et qui ne respecte ni la parole donnée, ni les engagements écrits, c'est un pouvoir avec lequel on ne parlemente pas, on ne discute pas. Voilà mon point de vue. Il est tranché sur cette question. Alors, professeur Albert Ondoussa, au début de notre émission, nous avons signalé que vous avez été plusieurs fois ministre, ou à qui l'on prête désormais des ambitions présidentielles en 2023. Quel regard faites-vous, professeur, sur la situation actuelle de votre pays, le Gabon, et comment le projetez-vous alors que vous aviez été aux affaires? Et je voulais ajouter une autre question. Omar Bongo a fait le bilan négatif de son propre pouvoir lors de son fameux discours « Dieu ne nous a pas donné le droit ». Fin de citation. Je crois que c'était en 2000, docteur Daniel Mengara, vous pouvez me corriger, en 2007-2008. Vous étiez là, professeur. C'est là. Alors, je me suis expliqué à plusieurs reprises sur cette question. J'ai été ministre au compte de la société civile et je suis fier de l'avoir été. Je l'ai dit, je n'aurais pas l'expérience actuelle si je n'avais pas été membre du gouvernement. Car une chose est de théoriser sur la situation de son pays, une autre est de confronter la théorie aux faits. C'est un enrichissement personnel. Par l'expérience acquise au sein du gouvernement, j'ai découvert les limites et les choses auxquelles sont confrontés les ministres. J'ai compris à quel point les convictions, la rigueur et le désintéressement personnel des personnes qui assument la fonction du PR sont nécessaires pour le développement du pays. Il faut que celui qui assure cette fonction-là soit désintéressé, soit objectif et ait un cœur pour son pays, une idée pour son pays et qu'il aime son pays. C'est peut-être pour cela que certains de nos compatriotes m'attribuent les ambitions présidentielles. Mais pour le moment, mon objectif est de contribuer de manière honnête au redressement de mon pays qui se trouve dans une situation scandaleuse. Et au regard de ma formation,
au regard de ce que je pratique tous les jours, je ne peux pas rester indifférent à cette situation. Le chantier est vaste, quel que soit le domaine que vous prenez, tout est à refaire. L'armée, la santé, l'école, les universités, les routes, les partis, les mines, l'eau, etc. Alors, là, que ceux qui gouvernent se comportent simplement comme des Gabonais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'honnêtes pères de famille, et on aura déjà sauvé quelque chose. Comment, par exemple, pouvez-vous imaginer que des étudiants au Sénégal se retrouvent 8 mois sans bourse? C'est inacceptable. En réalité, le gouvernement les a virés des universités, alors que pour certains déjà sont en master, des années de sacrifice jetés à l'eau, alors qu'ils étaient bientôt disponibles pour le développement de notre pays. Je dirais que, à y regarder de près, nous sommes la seule société qui jette ce que le poisson qui est déjà dans la naisse. Ce n'est pas possible. On ne se soucie même pas du lendemain. Et là, on se demande ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. On se demande véritablement qu'est-ce qui passe par la tête des dirigeants de notre pays. Alors, vous avez parlé d'Omar Bongo, bien sûr. Non, justement, professeur, je voudrais, vous me permettez, excusez-moi de vous couper la parole. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Je parlais d'Omar Bongo qui avait fait son bilan négatif de son propre pouvoir lors de son fameux discours « Dieu nous a pas donné le droit », fin de citation. Vous voyez, je crois que c'était en 2007-2008. Alors, professeur, mais après autant d'années aux commandes d'un pays aussi pacifique comme le vôtre et regorgeant de ressources du sol et du sous-sol, d'après vous, pourquoi venir se poser une telle question fondamentale à la fin de sa vie? Et puis, M. Ondossa, en principe, c'est une question qu'on doit se poser au début lorsqu'on accède, par exemple, au pouvoir, en se disant qu'est-ce que nous avons le droit de faire pour notre pays, par exemple, pour que le pays puisse prospérer, par exemple, non? Et je voudrais aussi vous demander, puisque j'ai signalé aux auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 que vous avez été plusieurs fois ministre, quelle est votre part de responsabilité dans l'état situationnel actuel du Gabon, donc votre pays, alors que vous avez été un super, je précise bien ministre, d'après nos recherches, sous Bongo Père pendant de nombreuses années? Professeur. Alors, la première chose, c'est que, parlant d'Omar Bongo, je suppose que tout homme, à la fin de sa vie, fait le bilan de sa vie. Et Omar Bongo, à mon sens, a voulu se dédouaner à la fin. Et il voulait, me semble-t-il, corriger un certain nombre de déviances et de dérives dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. Malheureusement, de mon point de vue, il n'avait plus ni la force physique, ni la marge de manœuvre pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il a créé et élevé des loups qui ne l'entendaient pas de cette oreille. Il est donc devenu prisonnier du système qu'il a lui-même créé. C'est l'explication que je peux donner à cet effet. Et bien évidemment, on attire mon attention là-dessus et tout le monde me pose la question, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable? Oui, j'ai été 3 ans effectivement ministre et à chaque fois que je changeais de ministère, je ne me sens pas responsable d'aucune manière. J'étais ministre dans un secteur spécifique dans lequel j'exerce encore. J'ai entrepris des choses et réalisé certaines autres. De nombreux Gabonais s'en souviennent. Je l'ai fait avec abnégation et courage. Le reste appartient à l'histoire. J'étais lié, ainsi que je l'ai dit la dernière fois, par une obligation de moyens. Je me suis heurté à des lobbies et à des difficultés de toutes sortes. Toutefois, je dis que véritablement, je n'ai pas eu un comportement
qui ferait en sorte que je sois responsable de quelque manière que je sois. Et je me rappelle la question qu'on m'a posée la dernière fois, mais vous étiez ministre, et en plus, comment vous pouvez dire que vous étiez ministre, que vous n'étiez pas au pouvoir? Oui, mais professeur, pardonnez-moi, voudrais-vous dire que vous n'aviez que le titre de ministre sans pouvoir influer sur les décisions, les bonnes décisions, permettez, les bonnes décisions à prendre pour, par exemple, le développement de votre pays, le Gabon. D'ailleurs, on a souvent entendu dire, par exemple, il y a certains ministres qui disaient de ce régime hein, que, je cite, je n'ai fait que peu de temps au gouvernement. Fin de citation. Est-ce une bonne raison, professeur, pour justifier une inaction au sein d'une équipe dirigeante? Non, moi, je suis mal placé pour parler des autres. Je pourrais parler de moi-même. Et j'ai fait 3 ans et chaque fois, j'étais ministre, effectivement, d'un département spécifique. L'éducation nationale et l'enseignement supérieur, ensuite l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin, la recherche scientifique et le développement technologique. Mais je crois que chaque année passée, hein, il y a des choses qui ont été faites. Je n'en parlerai pas lieu. Et les Gabonais qui ont travaillé avec moi s'en souviennent très, très bien. Mais je pense que ce que j'ai donné, c'est plus la méthode. Savoir que je n'étais pas là pour me servir, mais me mettre au service de la République. Je n'ai pas pillé les deniers publics. J'ai fait ce qu'il fallait faire avec des sous qui étaient, des ressources qui étaient mises à ma disposition, malgré les écueils. Et je pense que je n'ai pas à rougir d'avoir été membre du gouvernement et je ne me sens pas du tout euh, euh, coupable de quoi que ce soit. Et je n'ai pas déshonoré mon pays, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et je dis que si je ne m'étais pas comporté de la sorte, c'est-à-dire quand je suis rentré, la première chose à laquelle je pensais que je sortirais de là, je ne serais pas tranquillement à l'université aujourd'hui avec un grand respect de la part de mes collègues. Parce que précisément, on m'aurait jeté des pierres si j'avais une quelconque attitude de nature à heurter. J'ai pris les décisions effectivement courageuses. J'ai effectivement opéré un certain nombre de réformes. J'ai mis en place certaines choses. J'ai fait certaines constructions, mais ce n'est pas facile. Par exemple, par rapport à quoi? J'ai construit 2 établissements scolaires. Voilà. En module. Alors, donc, ça, c'est à l'actif. Je pense que. Alors, merci, effectivement, dans un temps. Oui. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. Maintenant, en tant que professeur à l'université Omar Bongo de Libreville pendant de nombreuses années, hein, quel regard faites-vous, professeur Albert Ondoussa, sur, permettez-moi l'expression encore, le népotisme qui détériore le capital humain gabonais et déterminant majeur pour le développement de votre pays? Alors, vous me parlez de népotisme. Je vous dirais en toute honnêteté, il ne s'agit pas seulement du népotisme, c'est bien pire que ça. Je dirais que les universitaires gabonais, pour des raisons de positionnement politique et des objectifs bassement financiers, n'ont pas préservé ces dernières années, en tout cas depuis les années 2010, l'université des interférences politiques. Ils ont plutôt contribué à servir l'université. On fait la guerre aux véritables universitaires, détruit les laboratoires qui faisaient la fierté du Gabon à l'extérieur et ont transformé l'université en un centre d'enseignement. Disons qu'on a secondarisé l'enseignement supérieur. De plus, ils se sont lancés dans le trafic, le droit de cuissage et autres pratiques malicieuses. Ils ont fait de l'université un centre commercial de tout genre, un centre de trafic tous azimuts et surtout le plus grand marché de drogue du Gabon, qui est couvert et protégé par les franchises universitaires. Et ça, c'est bien connu de tout le monde, y compris des autorités. Il suffit d'interroger la police antidrogue, elle vous en dira des choses.
Alors, à partir de ce moment-là, c'est un marché protégé. La majorité des universitaires se sont détournés de la recherche. Et c'est la course aux postes administratifs et la chasse à tous ceux qui sont supposés, à tort ou à raison, comme étant de l'opposition. L'université, Omar Bongo n'est que le reflet d'elle-même, véritablement. C'est la désolation totale. Et pour la cerise sur le gâteau, je vous dirais qu'aujourd'hui, on ne sait même pas à l'année on est. Est-ce qu'on est à l'année scolaire 2018-2019, 2019-2020, 2020, 2020-2025? Personne n'en sait. C'est véritablement la désolation. Là, vous avez la description de ce qu'est devenu l'université. Ce n'est plus une université. Que la définition qu'on donne à l'université, c'est une institution qui a pour mission de produire de la connaissance, première mission, et de transmettre la connaissance, deuxième mission. Or, on pense généralement que la connaissance est d'autant mieux transmise qu'elle est transmise par ceux-là même qui la produisent. Or, vous avez des rentiers qui cherchent effectivement d'avoir des affinités avec le pouvoir pour s'accrocher à un poste, quel que soit ce poste, et on fait la guerre à tous ceux qui ne sont pas du pouvoir. Voilà la réalité aujourd'hui. Oui, mais comment, professeur, comment régler ce problème du défaut formation-emploi dans votre pays, le Gabon? Alors, d'abord, de mon point de vue, l'adéquation formation-emploi, pour moi, c'est une fausse notion qui est utilisée par des personnes qui ne comprennent pas les mutations actuelles. Parce que du point de vue de l'économie du travail, il y a deux conceptions. La conception de la pérennité, c'est la conception latine. Et la conception de la flexibilité, c'est la conception anglo-saxonne. Or, le monde anglo-saxon a une prééminence sur le monde latin aujourd'hui. Ce qui veut dire que dans le monde anglo-saxon, vous êtes bon parce que vous avez changé 3 fois, 4 fois, 5 fois de métier. Et à partir de ce moment-là, vous avez une flexibilité telle, quels que soient effectivement les cycles, vous pouvez être utilisé. Or, dans la conception latine, vous êtes bon parce que vous faites la même chose depuis longtemps et ça devient la routine. Alors, à partir de ce moment-là, si on va dans le sens de la flexibilité, qui est visible aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une formation adéquation emploi. Il faut former des gens de manière telle qu'ils puissent se muter d'un emploi à un autre et avoir la capacité effectivement de s'adapter. C'est cela la conception, c'est cela la flexibilité. Donc vous voulez dire, professeur, pardonnez-moi, vous voulez dire que votre pays forme essentiellement des chômeurs? Ben, à partir du moment où on ne forme pas des gens tels qu'on le formait dans l'ancienne. Vous aviez des Gabonais, quand ils sortaient du lycée, ils avaient un bac valable et ils allaient en France, ils n'avaient pas de problème. Vous aviez à l'époque, dès que quelqu'un sortait de l'UOB, il rentrait ailleurs, il n'avait pas de problème. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un étudiant qui, au bout de 4 ans, il est à l'université, mais il ne sait même pas si c'est en première ou en deuxième année. Et puis, tel que le système est pratiqué, on fait un semestre, on fait 2 semaines de cours, le semestre est validé. Que voulez-vous que ces gens-là deviennent après 1 an, après 2 ans, après 3 ans? Dans un monde aujourd'hui ouvert, quelle compétition pensez-vous que ces gens peuvent soutenir devant les Camerounais hautement bien formés, devant les autres nationalités? En fait, on est en train de sacrifier le Gabon. Et je suppose que ceux qui sont à la tête d'État n'ont que faire des cadres formés. On a besoin dans notre pays ceux qui peuvent effectivement applaudir, oui, et soutien, et ça marche. Voilà où nous en sommes. D'accord. Et rapidement, j'aimerais avoir toujours dans le même sens votre réaction, puisque j'applique que le groupe bancaire BGFI a créé par exemple une business school opérationnelle. On parle des secteurs donc, primaires avec la production des matières premières, le secteur secondaire, donc la transformation, et tertiaire avec le service. Oui,
c'est une création, oui, je ne vais pas critiquer ce type de formation. Ce type de formation montre les lacunes véritablement. En fait, des formations de ce type, lorsque l'université fonctionne bien, on n'en a pas besoin. D'accord. C'est parce que l'université n'est pas performante qu'on crée des formations de ce type. Et vous allez voir que de nombreux universitaires quittent l'université pour aller là-bas parce qu'ils sont mieux payés. Mais véritablement, ils n'ont pas de contradicteurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ont plein de sous. Voilà. Et ce type de formation, à mon sens, n'est pas du tout pleine. Voilà. Donc, c'est parce que précisément notre université est déficiente qu'il y a de telles formations. D'accord. Bien. Merci, professeur. Il nous reste donc une heure encore pour l'émission. Chers panélistes, ne vous en faites pas, je vous donnerai la parole. Je vais essayer un peu de poser quelques questions rapides avant de prendre le sujet de cette émission, donc les relations entre le Gabon et la France dans ce monde multipolaire. Alors, professeur, que pensez-vous de la situation qui prévoit à la tête de votre pays, donc de l'État gabonais, sur les plans politiques et institutionnels depuis l'accident vasculaire de votre président, le très contesté Ali Bongo Ondimba? Alors, moi, je n'ai qu'un mot, hein, c'est la désolation. Il faut mettre fin à cet état de fait parce que notre pays ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Mais l'explication qu'on peut en donner, c'est qu'il y a deux systèmes politiques qui existent, administratifs si vous voulez, qui existent. Et je vais prendre un pays voisin, le Cameroun a choisi le mode de fonctionnement décentralisé. Le Gabon a choisi le mode de fonctionnement centralisé. Ce qui fait que vous ne pouvez rien faire sans demander la permission au chef de l'État. À la limite, je rigole en disant que si vous voulez aller aux toilettes, il faut lui demander sa signature. Voilà où on en est. Un État super centralisé au point que quand le président est défaillant, rien ne peut marcher. Alors, vous avez à côté un autre système, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est le système administratif décentralisé. C'est le système au Cameroun. Au point que le Cameroun peut fonctionner sans conseil des ministres. Pourquoi? Parce que précisément, dès lors qu'il y a un dossier interministériel, les techniciens des différents ministres se retrouvent pour traiter le dossier. Et dès lors qu'il y a accord, le dossier va au secrétariat général du gouvernement, situé effectivement à la présidence de la République, et il en signature. Ce qui veut dire que le président Biya peut ne pas être l'État camerounais fonctionne, ce qui n'est pas le cas du Gabon. C'est une situation de désolation totale. Un pays qui ne peut fonctionner que grâce à un homme. Inacceptable. Nous en sommes là. Bien. Alors, professeur, depuis, je crois, 2009, votre pays, le Gabon, vit dans une instabilité socio-politico-économique. Pourquoi, selon vous, l'actuel homme à la tête de votre pays, donc le très contesté Ali Bongo Ondimba, est toujours là? Est-ce que c'est vraiment lui qui est à la tête du pays? Bien. La première chose, c'est qu'il y a concentration des pouvoirs. Et si je viens de dire, il y a fuite en avant des autorités, il y a déni et non-respect du résultat des urnes. Parce que tout d'abord, le pouvoir actuel n'est pas légitime et il manque de crédibilité. Ensuite, il y a la mauvaise gouvernance qui conduit à la gabegie. On s'amuse avec des sous publics. Je pense qu'il y a un pays en Afrique qui affiche des montants aussi colossaux, détournés, au vu et au su de tout le monde, où il y a des semblants de procès, effectivement, où on ne va pas jusqu'au bout des enquêtes, où les responsabilités ne sont pas totalement établies. Le pouvoir actuel est certainement légal, mais il n'est ni légitime ni crédible. Seule une minorité de profiteurs se reconnaissent en lui et en pas.
c'est dire que c'est une situation désordre. Est-ce qu'Ali Bongo dirige le pays? Moi, je ne suis pas allé dans ces détails-là pour savoir qui dirige le pays. On a le reflet de la direction du pays à travers les décisions qui sont prises. Et quand on regarde les décisions qui sont prises, on les analyse. On se rend compte que c'est des décisions à l'emporte-pièce. Et on se demande qui les prend parce que véritablement, ça veut dire que des gens immatures qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucun sens de la manière dont fonctionnent effectivement les choses, la chose publique, et qui véritablement prennent des décisions à l'emporte-pièce. Alors, bon, à partir de ce moment-là, la conséquence, c'est que l'État ne fonctionne bien. Alors, qui dirige ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'Ali Bongo dirige véritablement? Ben, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je perçois, c'est les décisions et analyses, les décisions qui sont prises, qui sont des mauvaises décisions, et rien n'est élaboré, rien n'est étudié, aucune étude n'est faite de manière sérieuse et conduite à son terme. On ne voit pas tel ou tel rapport sur telle ou telle chose, effectivement, mais on a tous les jours des décisions à l'emporte-pièce. Et lors de ma dernière intervention, à propos, lors de ma conférence de presse, j'ai pris un exemple, c'est la gestion que nous faisons du Covid-19. Alors, vous comprenez que véritablement, il y a que des apprentis sorciers qui sont là et ils font des choses, effectivement, qui n'ont rien à voir avec ce qui devrait être fait. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, deux dernières questions avant d'aller du côté du docteur Mingara et du docteur Eric Eddy. Professeur Albert Ondoussa, les élections de 2016 dans votre pays, vous rappellent-elles celles de 2009? Vous rappellent celles de 2009? Pourquoi, professeur Albert Ondoussa, ces résultats n'ont pas consacré le véritable vainqueur? Professeur Albert Ondoussa, pensez-vous que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en 2021, une nouvelle élection en 2023 déboucherait sur un résultat différent? Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs, je crois que le professeur Nanyane Mingara l'a dit, que notre invité, le professeur Albert Ondoussa, était contre la candidature unique de l'opposition. Il défendait la DTE. La DTE, je crois, c'est destitution, transition, ensuite élection. Voilà, élection. Voilà, c'était ça. Justement, professeur Albert Ondoussa, où en êtes-vous avec la DTE? La reconduirez-vous pour l'échéance de 2023 ou voudrez-vous tout simplement la faire encore par procuration, vous me permettez l'expression? Bon, alors la première chose, c'est que je dirais que je n'étais pas a priori contre la candidature unique de l'opposition. Hein. Je n'étais pas a priori contre. Nous nous étions accordés à l'USP, Union Sacrée pour la Patrie, sur un préalable, la confection des textes impersonnels en vue d'une élection crédible et transparente, d'une part, et l'invalidation de la candidature de M. Ali Bongo au motif qu'elle violait la Constitution, article 10. D'autre part, la désignation de la candidature unique, il faut bien l'avouer, s'est faite à la méthode du PDG, alors qu'il aurait fallu entendre tous les candidats potentiels sur leur programme et adopter une procédure. On a fait en 2007 exactement ce qu'on reproche au pouvoir et au PDG, raison pour laquelle je les ai tous traités de PDGistes, ce qu'ils étaient en réalité, et je me suis terré. Voilà véritablement ma position. Et je pense... Oui, voilà. Oui, mais maintenant, plus de 4 ans après l'élection, vous savez que le président Jean Ping a été élu par le peuple gabonais le 27 août 2016. Alors, cette victoire, professeur Ondoussa, n'a pas été suivie des faits au niveau constitutionnel. Votre réaction? L'évolution d'un processus devant ces contradictions internes, je crois que c'est la manière dont Jean Ping est devenu candidat unique. C'est cela qui a déterminé la suite. Pourquoi? Parce que précisément, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art.
alors que nous étions à l'USP sur un autre modèle, on nous a dit qu'on peut aller à l'élection avec les textes actuels. Bien. Et moi, j'ai toujours fait comprendre qu'il y a une différence entre gagner une élection dans les urnes et en être déclaré vainqueur. C'est deux choses complètement différentes. Donc, il faut qu'on ait les conditions d'être déclaré vainqueur. Et ces conditions-là, il faut y travailler avant. Et moi, je pensais tout naïvement que la mise en place de l'USP était effectivement pour mettre en place ces conditions. Alors, on me parlait de l'élection de 2020. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais je dois dire que 2021 est proche, et 2023 est proche, et 2021 est loin. Alors, à partir de ce moment-là, il faudrait effectivement qu'on cible ce par quoi on doit commencer. Bien évidemment, je l'ai dit l'autre jour, je ne suis pas au pouvoir et je n'ai aucun moyen d'infléchir le pouvoir. Mais je n'ai que ma foi. Je suis sûr que tous les Gabonais se mettaient ensemble pour dénoncer, pour critiquer, pour mettre la pression. Le pouvoir lâcherait prise, surtout qu'il n'est pas dans une situation très, très satisfaisante. Mais malheureusement, il se peut que nous avons d'autres agendas cachés. Il faut le dire. Nous avons des intérêts cachés et nous sommes pour la plupart opposants le jour et effectivement partisans la nuit. C'est ça la dure réalité. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut effectivement qu'aboutir à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Dernière chose que je dirais, et on va l'aborder, la dernière chose que je dirais, c'est qu'on va l'aborder, c'est que ma thèse, et on va revenir là-dessus, c'est que véritablement, il faut que nous comprenions que le Gabon est un pays qui reborde l'intérêt. Donc, c'est une somme d'intérêts croisés parce qu'on reborde de ressources. Et dans ce cas-là, nous sommes obligés de prendre en compte, effectivement, les positions communauté internationale. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Vous faites bien de faire cette transition puisque nous allons parler de l'avenir de la France en Afrique, dans ce monde multipolaire. Mais avant de prendre ce sujet, professeur Albert Ondoussa, permettez-moi de vous poser cette question d'actualité. Quelle est votre position au sujet des militaires putschistes dans votre pays qui, derrière Kelly Obiang, ont tenté donc de prendre le pouvoir en janvier 2009 et qui sont jugés en ce moment dans votre pays? Alors, moi, je n'aime pas les putschs et je n'encourage pas un putsch. La seule chose que j'exige, c'est que le procès se fasse selon les règles de l'art et conformément à la loi. Que la référence à la loi permet d'une part de trancher la question de la compétence de la juridiction. Cette question n'a jamais été tranchée. On est passé à pieds joints dessus, on a exercé un dictat et puis finalement, la Constitution. Quelle juridiction est compétente pour juger ses compatriotes? Et d'autre part, que les enquêtes soient sérieuses pour que toute la lumière soit faite. En fait, il faut que la justice fasse son travail. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bien, il faut que la justice fasse son travail. Alors, professeur Daniel Binkara, docteur Eric Eddy, je vais vous donner à chacun 2 minutes. Je sais que vous êtes universitaire, en plus des professeurs, vous avez la capacité d'être synthétique. Alors, votre réaction sur ce que vous avez entendu, vraiment 2 minutes à chacun. Après, nous allons prendre un gros sujet sur l'avenir de la France en Afrique, dans ce monde multipolaire. Alors, qui commence? Je peux commencer très rapidement. Oui. Bien, merci en tout cas au professeur, à l'invité. Je crois qu'en tant que professeur et surtout homme politique, ancien ministre, il y a vraiment un fossé, c'est vraiment un pont qu'il faut mettre entre ces deux réalités ou bien plusieurs de ces réalités. Et je crois qu'il se défend bien sûr un certain nombre de points. Pour aller au sujet le plus important aujourd'hui, je voulais simplement marquer
ma satisfaction sur la réponse qu'il a donnée quand vous lui avez posé la question de savoir quel est le type de leader, le type d'orientation politique et d'idéologie politique. Et à ce niveau-là, le professeur a mis l'accent sur l'intérêt national, c'est-à-dire la sécurité et les intérêts du peuple gabonais. Et je crois que ça doit être transcrit aussi aux autres populations africaines parce que visiblement aujourd'hui, les modèles politiques que nous avons hérités avec les partis politiques soit de gauche ou bien de droite montrent aussi leurs insuffisances quant à traiter fondamentalement des problèmes qui minent l'Afrique. La deuxième chose, par contre, là où je souhaiterais vraiment avoir encore plus d'éclaircies, parce que nous sommes aussi, nous-mêmes aussi impliqués, tant au niveau académique, mais aussi au niveau politique dans nos différents pays, moi pour la Côte d'Ivoire, c'est la question, encore une fois, du discours, du narratif pour les opposants qui rentrent dans les gouvernements. Je crois qu'à ce niveau-là, je ne suis pas trop satisfait de la réponse qui est donnée. Mon propos était plutôt de savoir comment, même dans son expérience à lui tout seul, comment est-ce que ce narratif-là s'est fait pour privilégier la question de l'intérêt national au détriment de, comment on appelle ça, la question du clientélisme, de la cooptation. Et sur ce point, je suis très d'accord avec mon autre panéliste, le professeur Mengara, quand il dit que les gouvernements d'union sont en réalité faits pour briser l'élan de la contradiction, de la culture de la contradiction. Merci, professeur. Boketou, voilà les 2 points que je voulais mettre rapidement. Merci. Bien, merci, docteur Elkedi. N'oubliez pas de mettre votre caméra en marche. Hein. On aimerait vous voir. Hein. Ce sont des auditrices d'Afrique 2050 qui demandent votre visage. Alors, professeur Daniel Mengara, votre réaction? Oui, merci déjà pour les bonnes réponses du professeur Ondossa. Et je voudrais en fait aller à son, on va plutôt dire, augmenter certaines de ses réponses, notamment sur la question de la DTE. Parce que cette question, elle est fondamentale, parce qu'elle doit nous replonger justement dans le débat, n'est-ce pas, qui nous attend encore pour 2023. La DTE, je crois qu'il faut utiliser les bons mots. Être pour la DTE ne veut pas dire on est contre la candidature unique. Vous voyez, c'est une confusion des genres dangereuse. La candidature unique est nécessaire, peut être nécessaire, dans le cas d'une convergence politique de toutes les forces qui pensent la même chose. Donc, si l'objectif est de changer le régime et que tout le monde dit il nous faut un candidat, il n'y a pas de problème à ce niveau. La DTE, par contre, et comme le professeur l'a dit, consistait plutôt à poser la question de savoir si l'élection pouvait assurer la prise de pouvoir une fois qu'elle s'est tenue. Vous voyez, et sinon, quelles sont les conditionnalités avant qu'elles ne se tiennent qu'il fallait mettre en place pour assurer la transparence de ces élections pour que justement, si les Gabonais veulent élire un chien, ce chien sera élu. Vous voyez, ça c'était le débat qui avait été posé depuis 2015. Aujourd'hui, je crois que les arguments de la DTE ont montré que justement, quand on ne crée pas les conditions de la transparence avant une élection, quand on ne pose pas les conditionnalités, tout ce qu'on fait après c'est simplement participer et accompagner le pouvoir en place. Je crois que l'argument de la DTE aujourd'hui a gagné ce débat-là. Et la question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs pour 2023 ? Privilégier la candidature unique, quand en réalité, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est est-ce que nous avons la garantie de prise de pouvoir si on participe à l'élection ? Si la réponse est non, il faut forcer la transparence, y compris par ce que nous on a appelé la force démocratique de la rue, si on veut garantir que l'élection soit transparente. Maintenant, je voudrais aborder, monsieur Dr Moukedi, si vous le permettez, la question de Omar Bongo que vous avez évoquée, parce que celle-là, j'ai presque envie de dire, la phrase que vous avez citée, c'est la phrase la plus énervante pour moi, n'est-ce pas? Je vous assure, dans le jargon politique national. Et je vois les Gabonais citer ça tout le temps. J'ai envie qu'on supprime cette citation de la psychologie du contexte politique national. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est de la moquerie. Comprenez-moi bien. Quand on fait le constat qu'Omar Bongo a fait, que vous dites là, c'est qu'on exprime une certaine repentance. On est d'accord? La repentance veut donc dire que on prenne les décisions qu'il faut pour changer la donne. Mais dites-moi un peu, quand après qu'Omar Bongo avait dit tout ça, qu'est-ce qui a changé au Gabon?
Qu'est-ce qu'il a entrepris comme démarche en tant qu'autocrate? Parce que pour moi, même quand on tenait des élections au Gabon, Omar Bongo est resté cet autocrate-là. Quelles sont les mesures qu'il a prises pour changer la manière de faire les choses, au minimum pour instituer les règles de la démocratie et les principes de la démocratie et de la responsabilisation des acteurs politiques, qui aurait fait qu'avec un état de droit, donc ce qu'on appelle un état fort, on puisse en réalité commencer à relativiser les incompétences, parce que quand l'État est fort et que le gouvernement, l'État de droit existe, il a tendance à réorganiser les mentalités et les comportements. Vous voyez? Et ça, il n'a jamais fait. Il y a donc chez moi une sorte d'incorrigibilité chez Omar Bongo et son régime, qui aujourd'hui, à mon avis, ne mérite pas qu'on encombre l'esprit des Gabonais avec une citation qui, en fait, ne vaut absolument rien. Maintenant, une dernière idée là-dessus, parce que je suis en train d'essayer de rapidement finir, puisque vous ne nous donnez que 2 minutes, n'est-ce pas? Alors, maintenant, Omar Bongo, ça lui a pris combien d'années pour instaurer le parti unique? Hein? 1 an. Pour mettre la nation entière au pas de la dictature. Maintenant, s'il avait la sincérité de réformer, ça lui aurait aussi pris 1 an pour réformer le Gabon avant sa mort. Il a eu au minimum ce temps-là avant sa mort, il n'a rien fait. Donc, ne tergiversons pas sur la réalité du Gabon. Le Gabon est un État failli à cause de la gestion catastrophique des Bongos, et je crois qu'aujourd'hui, tous les Gabonais doivent demander des comptes à ce régime, et ça passe automatiquement par ce que nous, au mouvement Bongo doit partir, nous appelons la force démocratique de la rue, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les Gabonais descendent dans les rues pour défaire ce régime, il n'y a pas d'autre solution. Merci. Merci, professeur Daniel Mengano. Chers auditeurs, merci encore pour votre fidélité. Jacques Roger nous signale que vous êtes très nombreux en ce moment. Vous écoutez donc le professeur Albert Ondossa, universitaire et ancien ministre gabonais. Alors, professeur Albert Ondossa, chères auditrices, le contexte mondial est secoué, comme vous le savez, est secoué par la pandémie de la COVID-19, ou bien le COVID-19, et le dernier sommet des 7 États les plus grands donc industrialisés de notre planète, qui s'est tenu du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Alors qu'en Europe, chères auditrices et auditeurs, c'est l'organisation de l'Euro 2021 avec un sentiment de liberté retrouvé, marqué par cette pandémie. Professeur Albert Ondossa, peut-on dire que la crise sanitaire est résorbée? Écoutez, docteur Moketou, à mon sens, à ce jour, nul ne sait objectivement l'impact de la crise sanitaire, car le pouvoir a, comme à son habitude, œuvré dans la totale opacité. Les bribes d'information ne suffisent pas, et puis cela semble être de l'arnaque à tous égards. La préoccupation, c'est des subsides qui viennent de l'extérieur, on les dilapide, on se les partage. Quelqu'un va en voyage, on va lui demander effectivement 3 ou 4 fois de faire le test. Bien évidemment, vous revenez de l'extérieur, 20 000 francs, c'est de l'arnaque à l'aéroport, un test dont on n'a jamais les résultats. Voilà ce que c'est. C'est un moyen d'amasser effectivement des sous. Alors, je note par ailleurs que nous avons en cela un certain mimétisme. La France va procéder à ceci, eh bien, on prend les mêmes mesures. La France va à gauche, on prend les mêmes mesures. Telle mesure est prise à la Paris, on reconduit à Libreville les mêmes mesures. Alors, finalement, on ne sent pas qu'il y a une volonté, un acte volontariste, qu'il y a eu une analyse de la situation. J'en ai fait lors de ma dernière intervention. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Rien de tout cela n'est fait. Mais on a des décisions parce que le policy maker, l'homme politique au Gabon décide. Et ça, on n'y peut rien. Il dit d'aller à gauche, nous subissons effectivement un certain nombre de mesures. Le clou, c'est qu'on nous impose un vaccin qui n'a fait ses compétences nulle part. Il semble qu'il vient de Chine. Effectivement, on fait la publicité. On va alors forcer les gens à le faire parce que si vous le faites, vous serez exempt de ceci, de cela.
aucune communication sérieuse n'est faite sur l'origine du vaccin, sur ses compétences, sur l'expérimentation qui en a été faite. Il n'y a aucune consultation des médecins spécialisés. Il n'y a aucune consultation des scientifiques que nous avons ici. Je n'ai entendu aucun scientifique se prononcer, et Dieu seul sait si nous en avons, sur la situation de ce vaccin. Donc, véritablement, nous en sommes là. On ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi on prend telle ou telle décision. On décide de confiner, on ne sait pas pourquoi. On décide de déconfiner, on ne sait pas pourquoi. On passe de 18h à 19h, on ne sait pas pourquoi. On passe de 18h à 21h, on ne sait pas pourquoi. On maintient le couvre-feu au-delà de 21h, on ne sait toujours pas pourquoi. Un État ne fonctionne pas comme ça. Véritablement, aucun État au monde ne fonctionne comme ça. Et vous avez dit qu'en Europe, il y a des confinements. Nous regardons ce qui se passe chez vous, nous regardons à la télé. Et là, le Gabonais, véritablement, ne comprend rien du tout. Est-ce à dire que c'est au Gabon que les variants se sont développés? Est-ce au Gabon? Ben, nous, on ne semble pas véritablement avoir cela. Donc, il y a un réel problème de gouvernance à tous les niveaux, y compris pour une pandémie aussi sérieuse que le Covid-19. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bien, merci professeur Albert Ondossa. Professeur, comme vous savez, un constat fait de plus en plus, pardonnez-moi, l'unanimité à tous les niveaux. L'influence française s'érode et connaît un rejet en Afrique, même dans son carré francophone. Professeur Albert Ondossa, comment expliquez-vous cette situation? Alors, cette situation, elle s'explique parfaitement. Il y a des mutations internationales. Au début, effectivement, à la fin du 19e siècle, il y avait la suprématie britannique. Donc, il y avait le monolithisme britannique. Et puis, finalement, après la Première Guerre mondiale et à l'entre-guerre, les États-Unis ont supplanté effectivement la Grande-Bretagne. Et on est passé sur le plan économique à la conférence de Bretton Woods, qui a vu la création de deux institutions, le Fonds monétaire international à l'après-guerre et la Banque mondiale. L'une spécialisée dans les financements longs, l'autre dans les financements de courte période. Et visiblement, aujourd'hui, on a vu, à la suite de 50 ans de travail, venir des nouveaux pays industriels. Et ces nouveaux pays industriels, qu'on appelle des pays émergents, sont apparus. Et de nouvelles puissances sont apparues. Donc, on passe petit à petit du bilatéralisme au multilatéralisme. Et c'est cela le problème. On passe de la mondialisation, il y a l'avènement de la mondialisation et de la financiarisation. Toutes ces mutations font en sorte que la France, qui avait une position suprême vis-à-vis des pays colonisés, va avoir un recul parce que le monde est de plus en plus ouvert avec des outils de compétition de haut niveau et avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ici qui font que les jeunes Africains, effectivement, ont les ouverts, ils ont le regard partout, ils font des comparaisons. Et je dirais effectivement, en plus, que j'avais fait lors de la conférence France-Afrique qui a eu lieu à Kinshasa, j'avais fait un certain nombre de développements en prélude de cette conférence au sommet. On l'a préparé, et je leur ai dit que la francophonie n'était pas une entité économique. Il existe des pays francophones qui participent au commerce international, mais la francophonie en tant qu'entité n'est pas au commerce international. Et que quand on regarde le fonctionnement de la géopolitique mondiale dans les 15-20 prochaines années, c'est deux pays qui vont émerger, la Chine tout d'abord et les États-Unis d'Amérique ensuite.
La troisième chose en ce qui concerne l'Afrique, c'est que 70%, 80% des jeunes Africains ont moins de 25 ans. Et ces jeunes ont un regard non pas sur la France, mais sur la Chine, sur les États-Unis. Ce qui fait que nous autres qui avons fait les études en France, qui connaissons la campagne française, les vins français, etc., nous sommes un résidu. Ce qui veut dire en termes clairs que si la francophonie veut exister, disais-je à l'époque, il faut qu'elle donne à l'Afrique deux choses. La première chose, c'est qu'elle sert d'interface avec les institutions de financement internationales pour que, effectivement, on puisse éradiquer la pauvreté en Afrique. La deuxième chose, c'est qu'on donne à l'Afrique une valeur internationale, la démocratie. Il n'est pas effectivement la création d'institutions budgétivores réservées à des copains et des copains, mais le fait qu'il y ait alternance au sommet de l'État. C'est cette nouvelle vision-là. Si la France effectivement le fait, je pense qu'il y aurait un nouveau regard sur la France. Et elle a intérêt à s'adapter parce que nous autres, nos pays doivent également s'adapter pour pouvoir survivre, pour pouvoir vaincre la pauvreté qui est notre mal essentiel. Bien, merci professeur. Nous allons essayer d'avancer puisque nous sommes en retard. Alors professeur, en dépit de l'existence d'accords spéciaux de la coopération entre la France et tous ces pays d'Afrique francophone, la Chine, comme vous le savez, professeur, devient le premier partenaire économique. J'espère que je ne me trompe pas, des pays africains. Alors, professeur, faut-il maintenir les 10 accords, du reste toujours tenus secrets à l'ère de la mondialisation? Alors, faut-il maintenir les 10 accords? Moi, je pense que véritablement, ce n'est pas par décret que nous allons modifier ces accords. Il faudrait effectivement que nous nous mettions en tête que nous prenions un nouveau partenariat qui nous permette de nous donner les moyens de réviser les accords. Ce n'est pas en criant dans les rues, ce n'est pas en vociférant, ce n'est pas en faisant le pavé que les accords seront révisés. Nous devons nous disposer à cette révision. Et nous disposer, c'est-à-dire nous former réellement, comme l'ont fait les Asiatiques. Ils se sont formés. Ils se sont donné un terme, 50 ans. Des pays qui véritablement étaient dominés, ils se sont donné 50 ans pour devenir des pays émergents. Or, véritablement, quand on regarde le cycle politique au Gabon, on est ministre aujourd'hui 3 mois. Ce qui veut dire en termes clairs que le ministre qui vient, il efface tout ce qu'a fait son prédécesseur et on recommence à zéro. Alors que pour les pays qui avancent, c'est une loi de proclamation qui est faite et on avance, quel que soit le ministre. Donc, véritablement, le problème que nous avons, c'est celui-là. Oui, ces accords peuvent être révisés à condition de nous en donner les moyens, nous former dans les secteurs clés, avoir des cadres dans les secteurs clés, ne peut faire l'ostracisme politique, ne pas chasser des compétences en dehors du pays, les mettre en contribution. Et je pense que toutes ces compétences à faire en sorte que nous puissions avoir une masse critique et nous puissions organiser notre pays de manière telle qu'on pèse dans la décision et que nous participions de manière ferme aux négociations avec nos partenaires, quels qu'ils soient. D'accord. Alors, on parle de la perte d'influence de la France donc en Afrique. Cette perte, donc, professeur, de la France donc en Afrique est aussi perceptible au sein de l'opinion publique qui tolère de moins en moins, comment dirais-je, le maintien donc de ces accords spéciaux tels le franc CFA. Pensez-vous que la France a peur et de quoi aurait-elle peur? Je ne pense pas que la France ait peur. Elle aurait peur de quoi? Et puis, je n'en sais rien. Je ne me pose pas les questions qui reviennent à la France. C'est seul aux responsables français ou aux Français d'y répondre. Moi, mon problème, c'est de savoir ce que le Gabon et l'Afrique peuvent tirer des relations avec leurs différents partenaires, sans exclusive, par rapport à leurs objectifs de développement. Donc, la question que je me pose, quels sont les objectifs de développement qu'on doit avoir? Ces objectifs de développement procèdent d'une vision, la vision qu'a l'homme politique au sommet.
Ensuite, après la vision, il y a la finalité qu'il détermine et les techniciens transforment cette finalité en objectif et l'homme politique met à disposition des moyens. Et l'ajustement des moyens aux fins poursuivies permet de voir l'efficacité d'une politique, la modifier si besoin. Ce qui veut dire en termes de je me pose des questions qui reviennent à la France. Moi, mon problème, c'est de savoir, dans cette mondialisation, effectivement, comment peut-on tirer parti au mieux des relations que nous avons avec tous les partenaires, y compris la France. Voilà le problème, la question essentielle que nous devons nous poser. Très bien. Alors, puisque nous parlons de la perte de l'influence de la France en Afrique, donc, alors, professeur, cette perte d'influence donc de la France en Afrique n'est-elle pas, comment dirais-je, révélatrice du déclin de la France dans le monde en général? Alors, est-ce que, bon, révélatrice de la perte du déclin de la France, mais tout est relatif, il faut relativiser. Je disais qu'on est parti des relations bipolaires, des relations bilatérales aux multilatérales. Dès lors que nous allons à des relations multilatérales, il est évident que la France, qui joue avant tout, qui jouait hier sur les relations bilatérales, elle va avoir une perte de vitesse parce que, bon, c'est un problème de compétition, c'est un problème de compétitivité. Et de ce point de vue, elle va effectivement perdre. Mais là, c'est le problème de la France. Mais mon problème n'est pas de savoir si la France perd ou pas. Je ne sais pas du tout ma tasse de thé. Mon problème, c'est de savoir véritablement comment nous, Gabonais, comment nous, Africains, nous pouvons jouer pour tirer un meilleur parti de l'ensemble des relations que nous avons dans un monde multipolaire. Voilà la préoccupation. Bien, merci, professeur Kondossa. Alors, parlons un peu de la répartition des bénéfices dans la vente, par exemple, des matières premières gabonaises. Et on constate, vous pourriez me dire le contraire, puisque vous êtes un éminent, un grand professeur d'économie, on constate donc un déséquilibre dans tous les secteurs. Hein. On nous parle des intérêts français qui bénéficient apparemment d'avantages exagérés. Alors, professeur Albert Kondossa, je voulais vous poser la question suivante. Faites-vous partie de ceux qui pensent que le Gabon pourrait se développer avec le peu que la France laisse au Gabon? Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. En politique économique ou en politique publique, il faut non seulement serrer les priorités, mais en plus procéder à une bonne affectation des instruments aux objectifs, sans quoi le problème est insoluble. Commençons par bien gérer notre pays, voilà ce que je dis. Bien répartir ce qu'on nous laisse. Ensuite, nous donner les moyens de le fructifier et d'accroître notre capacité de négociation. Seules les personnes non matures pensent qu'on peut tout avoir à la fois et inversent l'ordre des priorités. À mon sens, c'est une voie sans issue. Ni le pouvoir, ni le changement ne se prennent dans la rue. La rue est implémentée pour entériner les décisions prises dans les officines. Ne pas le savoir, c'est faire preuve d'une naïveté inquiétante et jouer en fait malicieusement pour le pouvoir en place. C'est ce que je pense. Ça veut dire que sans le savoir, une bonne partie de la contestation est favorable au pouvoir en place. Nous voyons à bas la France, pour la France, contre la France, on ne veut plus de la France. Mais le pouvoir est tranquille. Commençons à demander des comptes au pouvoir. Avec ce qu'on nous laisse, est-ce qu'on peut? Lorsqu'on nous donne des discours de l'ordre de 30% ou 40% issus du pétrole, quel investissement nous faisons? Est-ce que nous pouvons accroître notre part? Nous pouvons sur la table négocier en disant qu'au lieu que nous dépensions cela, nous allons augmenter notre capital dans les sociétés pétrolières qui exploitent chez nous. Qui a tenté cela? Cela veut dire que nous avons les moyens d'accroître nos capacités. Aucun pays n'est
totalement indépendant. On dépend toujours de quelqu'un d'autre. Il y a des pays qui sont forts pour la production, d'autres qui sont forts pour la consommation. Quand vous produisez, c'est que vous allez effectivement un marché, vos produits vont aller quelque part. Maintenant, si celui qui reçoit vos produits ne veut pas les prendre, qu'est-ce que vous devenez? Vous avez surproduction et vous faites faillite. Cela veut dire effectivement qu'il y a une ou bien des interrelations et il faut le comprendre. Donc, il y a des étapes dans la manière de s'organiser. C'est ce que je dis. Et tous les pays qui se sont développés ont acté de la sorte, ont mis en place effectivement cette manière-là. Faire autre chose, s'attaquer à tout, on s'attaque à ça, on s'attaque à ceci, on s'attaque à la France, on s'attaque. On tire à U et à Dia et il n'y a rien de cohérent dans ce que nous faisons. Voilà ce que je dis très clairement. Bien, merci, professeur Ondossa. Parlons maintenant toujours de la France, hein, la France qui garde. Est-ce que la France doit-elle continuer de garder une base militaire opérationnelle dans votre pays, le Gabon, ou bien en Afrique francophone? Oui, la question qu'on pose après, on se demande quid de la souveraineté de nos États. Alors, ça. Je vais d'abord donner un certain nombre d'exemples. Les bases de l'OTAN ont-elles écorné l'indépendance des pays européens? La base américaine qui est en Corée du Sud a-t-elle empêché la Corée du Sud d'être un pays émergent? Les bases américaines ont-elles empêché le Japon d'être une grande puissance économique? En fait, c'est à croire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Si nous voulons le bonheur de nos populations, attaquons-nous en premier à ce qui est essentiel: les nourrir, les loger, les soigner et faire en sorte que les enfants soient scolarisés pour avoir une masse critique capable de poser de tels problèmes en toute sérénité. Ne faisons pas le jeu du pouvoir. Donc, aujourd'hui, si nous mobilisons la population pour dire, bon, Haro, la base militaire, il faut qu'elle sorte, la base militaire qui est française. Oui, on peut en parler. Mobilisons les populations. Est-ce que la base militaire, le 6e BIMA, nous a empêché de faire les routes jusqu'à Tango? C'est la base militaire qui nous a empêché effectivement de donner de l'eau dans tous les quartiers. Un pays où le taux de pluviométrie est l'un des plus élevés au monde. C'est certainement la base militaire, le 6e BIMA, qui nous empêche d'avoir de l'électricité, le minimum qu'il faut. C'est certainement la base militaire qui nous empêche d'avoir des hôpitaux, de nous soigner sereinement. Je crois que véritablement, ne soyons pas en porte-à-faux, parce que lorsque nous attaquons ces questions, nous laissons de côté un pouvoir qui est responsable de notre, effectivement, pauvreté. Le pouvoir nous empêche d'avoir les routes. Il faut qu'on en parle. Et c'est ce que la population veut. Je crois que si vous donnez les routes, vous donnez l'eau, ne serait-ce que l'eau, vous donnez l'électricité, vous donnez l'hôpital, vous donnez l'école, la population aura tout fait d'oublier le 6e BIMA. Serions les priorités et attaquons-nous aux questions essentielles qui s'opposent à notre peuple, à nos peuples. Alors, professeur, votre pays, le Gabon, dit-on, a voulu passer les commandes d'armes en Russie avec la visite de votre ministre de la Défense, hein, monsieur, je crois, Michael Moussa, voilà, de Moscou. Trouvez-vous, professeur, normal que le Gabon aille acheter ses armes à la Fédération de la Russie? Ce serait, à mon sens, normal si un appel d'offres sans restriction est lancé et que les Russes sont les moins-disants. Pourquoi pas? Ne le faisons pas juste pour faire chanter la France. Nous n'y parviendrons pas. C'est vraiment la mauvaise voie. Évitons le complexe de dire qu'on n'est pas d'accord avec la France parce que la France nous chahute, parce que la France nous demande de justifier, nous amène à des procès ou à des réquisitions. Effectivement, on va aller en Russie et comme ça, la France va trembler. Mais non, nous n'y serons pas. Je donnerai un exemple, j'étais étudiant à l'époque. C'est poser le problème, effectivement, de Concorde. Concorde gênait les Américains. Et Concorde avait des performances telles, le franco-britannique
avait des performances telles, effectivement, que le marché allait être marqué par cet aéronef. Et à l'époque, effectivement, les Américains ont trouvé une astuce, celle de dire que tout avion dépassant tant de décibels n'a plus le droit d'atterrir sur le sol américain. Et effectivement, la France, la Grande-Bretagne et surtout la France a instruit quelqu'un de faire une étude et de savoir quelles mesures de représailles on pouvait prendre vis-à-vis des États-Unis. À l'époque, je me souviens bien, ce rapport a été rendu public à la télévision. Et le monsieur qui a fait le rapport, il y a une phrase qui m'a marqué. Il a dit, n'y pensez même pas. Toute mesure de représailles de la France contre les États-Unis se retournera contre la France. Les contre-coups en seraient lourds. Je crois qu'il faut véritablement qu'on soit stupide pour penser que nous pouvons prendre des mesures pour effectivement atteindre la France. Non, ce n'est pas. Si nous lançons un appel d'offres et qu'en matière d'armement, les Russes sont les moins-disants, je dis bravo, ok. Mais si véritablement nous le faisons pour faire chanter la France, je crois que nous n'y sommes pas. C'est une fuite en avant, à mon point de vue. D'accord. Alors, professeur, on va essayer d'avancer puisque nous sommes à 17 minutes donc, de la fin de l'édition. L'édition est très intéressante, elle est très suivie, mais nous sommes donc pris par le temps qui est très court. Donc, alors, professeur, la France veut retirer ses troupes du Mali pour se repositionner en Côte d'Ivoire contre le terrorisme. Votre analyse? Eh bien, moi, je n'en dirais pas grand-chose. La France se retire au Mali, elle se repositionne effectivement en Côte d'Ivoire. Oui, je constate. Il faudrait qu'au-delà de ce constat, il y ait effectivement analyse. Et les informations dont je dispose aujourd'hui ne me permettent pas de faire une analyse pertinente à ce sujet. Je vais effectivement y réfléchir, mais en réagissant à chaud, je suis plus porté sur ce qui intéresse le Gabon d'une manière générale que sur l'affaire des bases militaires de la France. Et je vous ai développé il y a un instant le fond de ma pensée dessus. Donc, véritablement, il quitte le Mali pour se positionner en Côte d'Ivoire. Non, moi, je n'ai rien à dire sur cette question. Il appartient tout d'abord aux Ivoiriens, je crois qu'ils sont mieux placés pour dire effectivement en quoi ça les gêne, aux Maliens de dire effectivement si le retrait de la France effectivement en Côte d'Ivoire leur porte préjudice. Et là, des Africains qui suivent de près ces dossiers-là, des géostratèges pour pouvoir, les militaires, pour pouvoir effectivement nous donner des éléments. Or, je n'ai pas réfléchi précisément sur cette question. J'avoue que je n'ai pas porté attention à cela. Bien, merci professeur. 3 dernières questions. On dit que c'est toujours la France qui choisit les dirigeants africains. Bon, quand je parle des dirigeants africains, je veux parler de votre pays. Et il y a un homme politique qui ne cesse de le confirmer, Luc Bengonsi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien, vrai ou faux, à mon sens, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Il s'agit d'un constat. À supposer même que ce soit vrai, c'est un constat. Mais au-delà, que faisons-nous pour mettre fin à cet état de fait? C'est ça le problème. On a constaté, oui, la France place mon chef d'État, oui. Mais que faisons-nous? Notre choix se porte toujours sur les gens qui ont des sous. Sans nous poser la question généralement, d'où viennent ces sous? Pour la plupart, c'est des sous publics qui ont été pillés. Et il existe des preuves. Avons-nous proposé une alternative? Des personnes non corrompues, non impactées avec le système dans des combinaisons financières mafieuses. Est-ce que nous l'avons fait? Nous, Gabonais, en portant la responsabilité, nous choisissons le plus facile, ceux qui nous donnent des sous, ceux qui nous payent pour nous placer derrière eux. Nous, Gabonais, nous en portons la pleine responsabilité, à mon sens. Au lieu de nous demander ce que tel leader peut faire
au lieu de nous demander ce que tel leader peut faire, ce que tel leader nous donne pour que nous soyons avec lui, demandons ce que nous pouvons faire pour que tel qui a des idées sauve notre pays, à l'image de ce que Kennedy avait dit pour les États-Unis. Donc, véritablement, nous ne sommes pas exempts de reproches. Alors, donc, véritablement, c'est cela le problème. On se range volontiers derrière certains hiérarques de l'ancien système pour des raisons ethniques, pour des raisons tribales et autres, dans ces conditions. Alors, lorsqu'il en sera toujours ainsi, effectivement, il faut que nous changions de tactique pour voir si la France va marcher. Nous devons dorénavant nous demander ce que tel leader peut faire, ce que nous pouvons apporter à un leader propre, sans argent, qui nous fait de bonnes propositions, au lieu de se ranger derrière certaines hiérarques de l'ancien système pour des raisons ethniques, tribales ou autres. Voilà le problème. Et lorsque nous l'aurons fait, nous l'aurons tenté cette fois-ci, c'est l'occasion de voir effectivement si la France ne veut pas agir autrement. Nous avons effectivement des compétences à l'extérieur, nous en avons parlé tout à l'heure. Est-ce que pourquoi les Gabonais ne peuvent pas vous choisir? Pourquoi les Gabonais ne se rangeraient pas derrière Mangara? Pourquoi les Gabonais ne se rangeraient pas tel ou tel autre qui est blanc, qui n'a jamais été comme moi dans un gouvernement? Pourquoi, effectivement, mais quand vous regardez les Gabonais, c'est demander toujours tel leader. Bon, on va au meeting, pas tant parce qu'on veut écouter ce qu'il dit, mais parce qu'il va nous donner 5 000 ou 10 000. Voilà où nous en sommes. Alors, à partir de ce moment-là, avant nous entrons dans la France, regardons-nous. Regardons-nous. Est-ce que nous nous sommes positionnés? Cette question, je vais aller plus loin. Parce que moi, il m'est arrivé de chercher à savoir. À savoir. J'étais en France, j'étais aux États-Unis, j'ai eu 2 réponses intéressantes. En France, on m'a dit exactement ceci. On m'a dit, effectivement, que on ne peut pas manger dans la soupe et cracher dans la soupe. Et la France a ajouté officiellement, que mieux vaut l'original que la photocopie. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la dernière élection? Ils ont dit que c'est Dallas. Ça veut dire que c'est une affaire familiale. Est-ce que nous pouvons partir? Oui, c'est bien, on critique Bongo. Est-ce que ce n'est pas une substitution? Un bongoïste contre un autre bongoïste? Je l'ai dit à RFI. Il faut qu'on passe à autre chose. Pourquoi nous, les Gabonais, nous sommes toujours rivés sur des gens qui ont de l'argent sans nous soucier de la manière dont ces gens ont usé? Pourquoi? Alors, donc, nous avons la solution à notre propre problème. Il faudrait que nous changions cette mentalité, que nous changions totalement de regard. L'élection dernière, 2016, cette élection-là, je peux en parler, elle n'avait qu'un objectif, il faut vider Bongo du pouvoir. Est-ce que c'est un objectif? Quel problème a été soumis? Moi, j'étais à l'USP, je n'ai jamais vu un problème. Quel problème? Sur quel problème? Sur quelle base? Avec rien. Il fallait changer ces noms. Je crois que là, développons des idées. Voyons ce que peuvent nous apporter ceux qui ont des idées. Et rangeons-nous par rapport aux idées, non par rapport au tribalisme, non par rapport au sectarisme, non par rapport à la religion, non par rapport à l'avoir. Intéressons-nous à l'intelligence. Voilà le message que je veux faire passer. Et j'en suis. Docteur, si je puis me permettre, je suis obligé d'essayer d'amplifier ce que le professeur Ondossa vient de dire. C'est très important. Vous voyez, d'abord, la phrase que vous avez utilisée, que beaucoup d'Africains utilisent, elle me rend mal à l'aise. On dit, la France place des hommes à la tête de nos pays, et désigne des présidents. J'ai envie de vous poser une question. Quel est l'adulte, n'est-ce pas, qui va techniquement laisser quelqu'un d'autre dicter son comportement? J'essaie de savoir. Parce que la France ne peut placer que ceux qui veulent être placés. Est-ce que vous pensez sérieusement que si moi, la France vient à moi pour dire je vais être placé, je refuse, et la France va vers le prochain Africain, le prochain Gabonais, et que tout le monde refuse, elle place qui cette France-là? Vous voyez, la France ne place des gens, comme on dit, que parce qu'elle trouve des complicités
dans nos pays de gens pourris mentalement, moralement, et qui contribuent à dépecer leur propre pays. Vous voyez, moi, je dis que nous n'avons pas, en fait, de vrais nationalistes en Afrique. Vous voyez vous-même, quand il y a une élection dans un pays comme le Gabon ou un autre, il y a tout un balai de gens, nos dirigeants, nos hommes politiques qui vont en France, comme pour chercher une sorte d'adoubement. Donc on se plaint d'un côté, mais de l'autre, on va faire de la France l'arbitre de la politique nationale. Ça me gêne. Donc j'ai envie de dire, cher docteur Mouketou, qu'on ne peut placer que des gens qui veulent être placés. La France, si elle ne trouve personne à placer, est obligée d'abandonner à un moment parce qu'elle ne trouvera personne pour trahir son pays ou son peuple. Donc les adultes, parler d'hommes adultes comme on m'a placé, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, première chose. Et puis, je pense que nous nous trompons de débat. Nous mélangeons les débats qui concernent la France et les débats qui concernent la gestion immédiate de nos pays. Le professeur Ondos l'a très bien dit. Nos pays ne souffrent pas parce qu'il y a une base militaire française. Nos pays souffrent parce que l'argent qui peut construire les hôpitaux, les routes, les écoles est détourné par ceux qui dirigent nos pays, qui sont généralement des hommes à la tête de gouvernements pourris par leur propre immoralité. Donc je pense que tant qu'on éludera ce vrai débat, le débat réel de ce que nos dirigeants font avec les richesses que nous avons, surtout pour un pays comme le Gabon. Parce que même quand on nous dirait que la France ne nous donne que 25% de nos ressources, mais ces 25% font encore du Gabon le deuxième pays le plus riche d'Afrique aujourd'hui, derrière la Guinée équatoriale. Mais enfin, vous pensez que nous n'aurions pas pu répondre aux attentes? Voilà. Je vais arrêter là. Mais est-ce que vous pensez que les Gabonais... Que représente ces 25% dans la vie des Gabonais au quotidien? Voilà, mais vous savez très bien que ces 25% déjà, sans même parlementer, sont suffisants pour transformer le Gabon, pour faire du Gabon une économie émergente, pour construire les écoles, les routes, les hôpitaux, qui sont en fait les maillons les plus essentiels, les bases nécessaires à l'éclosion économique d'un pays. Vous voyez, ça, c'est la réalité que nous vivons. Et tant qu'on dira que c'est la France, les bongos et les dictateurs vont dire « Oh, nous, on n'a rien fait, c'est la France qui est la cause. » Et dans ce contexte-là, on va souvent les dédouaner et en fait perdre le fil conducteur du débat. Il y a les problèmes de la France, mais il y a aussi les problèmes qui concernent nos dictateurs. Il ne faut pas éluder la question de la gestion que font nos dictateurs de nos pays. Merci. Bien, merci professeur Daniel Mengara. Nous arrivons donc au terme de notre émission, mais avant de vous libérer, professeur, nous avons encore à peu près 5 minutes. Je vais prendre 2 dernières questions. Professeur, il y a peu de temps, en Afrique de l'Ouest, s'est lancé dans le renouvellement de l'accord de coopération monétaire avec la France. Alors, quels sont les principes majeurs de l'ancien accord, professeur, de coopération monétaire? Pourquoi cet ancien accord de coopération monétaire devait-il être renouvelé en 2020 précisément? Que dit, ça c'est ma dernière question, que dit le nouvel accord de coopération monétaire renouvelé de 2020, je crois de 2020, voilà, je ne me trompe pas, dans ses principes majeurs? Professeur, y a-t-il une différence entre l'ancien accord de coopération monétaire et le nouvel accord de coopération monétaire? Oh, il y a très peu de différence. La différence est formelle. C'est le nom qu'on a pris, euro à la place du franc CFA, éco à la place du franc CFA. Deuxième différence, c'est qu'on suppose qu'on va laisser flotter l'éco alors qu'il y a un système de change fixe. Troisième différence, c'est qu'on va éclater un tout petit peu le compte de inflation. Donc, véritablement, il n'y a pas grand-chose à changer. Mais je dirais que, et je l'ai dit à Abidjan dernièrement, l'Afrique de l'Ouest s'est précipitée dans une réforme sans prendre le préalable. Et c'est ce que font tous les Africains. Et je trouve que l'Afrique de l'Ouest s'est précipitée. Est-ce que cet accord présente des avantages pour l'Afrique de l'Ouest? Pas plus d'avantages que l'ancien accord, non? Il n'y a pas d'avantage en mon sens. Il y a plus d'inconvénients, donc? Il y a plus d'inconvénients. La manière de mettre en place. D'abord, j'avais à l'époque fait une étude pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est en 2004, et le résultat, c'est que pour passer dans ce type de réforme, il faut au minimum 10 ans. 10 ans de préparation.
Or, du jour au lendemain, vous dites, vous passez, bon, dans 2 ans, vous allez le faire. L'histoire me donne raison parce que cet accord est remis en cause. On parle maintenant de mise en œuvre dans 6 ans. On commence à parler de cela. Alors donc, véritablement, et je crois que il faut des préalables. Est-ce que l'Afrique centrale, à travers la CEMA, doit-elle suivre l'Afrique de l'Ouest dans la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire avec la France? Il faut y aller résolument, mais il faut une étude préalable. Il faut des dispositions préalables. Quelles sont les dispositions? 1. Effacer le déficit budgétaire. On est loin d'effacer nos déficits. Assurer une bonne gouvernance. On est loin. Consolider les avoirs extérieurs et proposer des choix rationnels. Le mot d'ancrage, la monnaie. Est-ce que c'est un système d'ancrage fixe? Est-ce que c'est un système d'ancrage réel, change flexible? Quelle est la monnaie d'encre? C'est quelle monnaie aujourd'hui? Il y a 2 monnaies internationales qui fonctionnent, le dollar et l'euro. Est-ce que l'Organisation du commerce international permet de partir de l'euro pour aller au dollar? Enfin, il faut des choix pratiques. Le siège de la nouvelle banque centrale, les modalités, quelle serait la nouvelle banque centrale? Le modèle centralisé qu'est celui de l'Afrique ou le modèle décentralisé qui est celui de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne? Ça, ce sont des choix préalables. Le mode de choix du gouverneur, comment cela se fait-il? Donc, il y a tellement de questions pertinentes, précises et délicates que ce n'est pas des choses, ce n'est pas des décisions à prendre à l'emporte-pièce. Il faut des véritables études menées par des spécialistes comme les Européens l'ont fait et mettre au point une programmation, un timing. C'est la seule manière de parvenir à quelque chose de solide, quelque chose de digeste, et sinon, et non prendre des décisions à la porte-pièce qui seront révisées à chaque fois. La preuve, c'est qu'on a renvoyé la mise en œuvre de l'éco dans 6 ans. Bien, merci professeur Albert Ondossa. Avant de vous libérer, votre mot de la fin. Alors, monsieur Dr Moukete, je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur la situation de notre pays, de répondre aux questions que se posent en silence de nombreux compatriotes et de nombreux Africains qui n'ont pas toujours la bonne information et n'ont que le bon sens et la volonté d'agir. Cela ne suffit pas. La science et la recherche m'ont appris une chose. Il faut se débarrasser des idées reçues, des croyances non avérées et parler autant que faire se peut des sujets pour lesquels on a quelques compétences. Le tournant qu'a pris malheureusement notre pays ces derniers temps, c'est d'être livré à une catégorie de personnes issues d'une génération spontanée qui n'ont ni expérience, ni compétence, ni culture, ni sagesse, mais confondent chaque jour que Dieu fait pouvoir, pourtant illégitime, et savoir, entre l'occupation des postes de manière indue et la connaissance, entre l'avoir effectivement et fondé sur le recel et les détournements de fonds publics et le savoir. Que Dieu donne la force et la sagesse d'être clairvoyant pour faire prévaloir la modestie, l'honnêteté, la probité et l'apprentissage à toute vanité reposant sur une véritable culte, l'illusion du pouvoir, l'illusion de pouvoir exister. Monsieur Moukete, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, professeur Albert Ondossa, d'avoir honoré notre invitation. Je présente mes plates excuses au docteur Eric Eddy, nous ne sommes plus par le temps. En tout cas, je vais vous recevoir, docteur Mingana et docteur Eric Eddy, d'ici peu sur l'émission Heure de vérité d'Afrique 2050. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.